J'ose tout ce qui sied à un homme qui n'ose plus n'en est pas un. Macbeth. Félicitations. J'ai le droit de parler de votre discours à la télé? Oui, C'est ce que vous pensez? au mot près. Vous êtes sûr que faire exploser le Parlement, ça va vraiment améliorer la vie dans ce pays? Il n'y a pas de certitude, il n'y a que des opportunités. La seule chose dont vous pouvez être certain, c'est que ceux qui viendront finiront avec les fameux petits sacs noirs de crédit sur la tête. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Et vous pensez y arriver en faisant exploser un bâtiment? Le bâtiment est un symbole, tout comme le fait de le détruire. C'est le peuple qui valorise les symboles. Isoler un symbole est dénué de sens, mais soutenu par toute une foule, le fait de détruire un édifice peut changer le monde. J'aurais aimé croire que c'est possible. Mais je n'ai connu que le pire, chaque fois que ce monde a changé. Down 14% right now. Munich Re down 9% and Allianz down 8%. And we are also waiting for a statement out of the European Union. We had been told that EU would be issuing a statement shortly, and we will get back to you when we have that. Back to you, Mark. We have an enormous explosion now in the remaining World Trade Towers Center. In the second, I believe the North Tower is now gone as well. Yes, it is gone. Both towers of the World Trade Center have been destroyed. Oh my goodness. It happened the same way. The explosion started high in the building and worked its way down. Now, of course, the entire lower section of Manhattan is a disaster zone of unbelievable proportions. I would imagine at any moment we will hear from the National Guard is going to be brought in. I mean, this is far beyond anyone's ability, any one agency, to cope with this. Not only do we have in that building any remaining people, but it was, I am certain, full of New York City firefighters, New York City policemen, New York City rescue workers. There you see, I don't understand, and I would be very anxious to hear in the future the forensics of this situation, but both towers, this is an unbelievable day. Both towers of the World Trade Center are now gone. Joining me now is Bill Griffith, my colleague. As we try to absorb the unthinkable that has happened here, Mark. This is a situation that... I mean, we are to maintain some modicum of immunity to all this, but we are humans as well, and it is very, very tough to watch all of this. The scope is beyond comprehension. I mean, I came up here 5 minutes ago getting ready to talk about which markets may be closing around the world, but now this is just becoming they're irrelevant. This is... Oh my goodness. There you see the building imploding. Do you see what's happening? Yes. Now, what would cause that? I don't know. Well, you have, I mean, certainly the structure had been weakened by the impact, but you have to wonder if there was something else there, but we just don't know. Yeah, we don't know, but it looks like... And at this point, I can't imagine we're getting any word anytime soon. I don't think, I think we're safe, here at the Come on Safe Ground, Bill, I don't think this was clearly, the way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. This is not, it's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. But clearly this is what they wanted to accomplish. Maintenant, je vous rappelle que c'est l'objet du scandale et que nous sommes en direct sur France 2, notre chaîne bien aimée. Nous avons fait une émission consacrée au 11 septembre où une partie des thèses, disons qu'on appelle assez rapidement conspirationnistes, ont été un petit peu contestées, voire relativement contestées par des experts. Mais les experts anonymes, hein, ce sont des gens... Le 24 avril 2008, Canal+ diffuse dans le cadre de son émission Jeudi Investigation un reportage de Stéphane Malter,
journaliste à l'agence TAG Press. Le thème, Internet. Grand bazar de toutes les rumeurs. Terrain de jeu idéal pour les manipulateurs de tous bords. En guise d'exemple, le journaliste de Canal+ va s'attaquer à Loose Change, un documentaire américain qui conteste la version officielle du gouvernement Bush sur les attentats du 11 septembre 2001. Bonsoir et bienvenue, on est très heureux de vous accueillir dans les bureaux de Jeudi Investigation. Ce que vous allez voir, ça ressemble à de l'info, ça a la couleur de l'info, mais c'est de la pure intox. Des explosions sont très clairement visibles, entre 20 et 30 étages, sous le point d'impact. Ici. Ici. Ces images indiqueraient de manière irréfutable la présence de charges explosives placées aux différents étages. Moi, c'est la version officielle des attentats du 11 septembre, j'ai eu du mal. Au départ, je suis dans le bâtiment. Quand on te dit 14 et 14, ça fait 17. Mais bon, tu te remets en question, tu t'y mets, tu dis il n'y a pas de raison, si tout le monde y croit, on va essayer, et puis c'est tout. Moi j'ai regardé TF1, j'ai essayé de me faire une culture. Quand je me sens partir, tu sais ce que je fais? Je me mets un petit coup de radio Shalom, hop, je retombe sur mes pattes. On insiste, c'est de l'intox pur. Il n'y a évidemment jamais eu de bombe à l'intérieur des tours jumelles de New York. C'est une information absolument bidon que nous avons trouvée dans un film particulièrement bien réalisé, un film diffusé sur Internet, bourré de contre-vérités sur les attentats du 11 septembre. Oui, ce film présente une version complètement abracadabrante et pourtant il a été visionné 100 millions de fois à travers le monde. Au hit parade des connexions, c'est un énorme succès, traduit en 10 langues. Alors vous vous en doutez, c'est bien évidemment pas le seul cas sur Internet. Nous avons décidé de nous arrêter sur deux histoires que nous avons décryptées point par point. Deux histoires qui à chaque fois servent les intérêts politiques de groupes extrêmes, particulièrement radicaux. Vous et moi, quand nous allons sur Internet, c'est en espérant y trouver une information libre et non censurée. Mais malheureusement, prospèrent aussi dans ce grand bazar toutes sortes de manipulations, toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de théories du complot. Oui, la théorie du complot surtout. Alors, regardez l'excellente enquête de Stéphane Malter, produite par TAG Press, Rumeurs, intox, les nouvelles guerres de l'info. Oui, la théorie du complot surtout. Oui, la théorie du complot surtout. Il est certes très facile pour le reporter de Jeudi Investigation de faire passer l'équipe de Loose Change pour des personnes bornées, refusant de voir la réalité scientifique en face. Une des manipulations les plus remarquables de Stéphane Malter est d'avoir opposé tout au long de ce documentaire les amateurs de Loose Change aux experts défendant la version officielle, mettant ainsi l'expertise d'un côté et l'amateurisme de l'autre. Cet ingénieur est aussi l'auteur d'une étude reconnue par toute la profession sur la chute des tours jumelles. Les conclusions ne laissent place à aucun doute. C'est dans une chambre typique d'ado que vit et bosse le créateur de Loose Change. Les détectives en herbe, les réalisateurs tentent de mettre la science de leur côté. Sauf que, aux yeux d'experts chevronnés... Compte tenu du climat, disons, intellectuel et politique qui est le nôtre en France aujourd'hui, je voudrais vous lire ce texte qui me semble faire écho de façon parfaite à tous ces thèmes que je viens d'évoquer. C'est un texte qu'on trouve dans le livre de Nietzsche qui s'appelle « Humain trop humain » et qui s'intitule « L'avenir de la science ». C'est un texte de moins d'une page, donc je vais le lire. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. « La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui y consacre son travail et ses recherches, mais elle en donne très peu à celui qui se contente d'en apprendre les résultats. » Donc la science intéresse les chercheurs, pas les étudiants. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu, banales et communes, même ce peu de satisfaction qu'elle donne finit par disparaître. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication, qui est pourtant si admirable. Moi, il y a un autre passage que je ne lis pas où Nietzsche explique que, par exemple, pour mettre sur pied la table d'addition ou de multiplication, il a fallu un effort théorique vers l'abstraction absolument considérable, puisqu'il n'est pas évident qu'ajouter des objets, des pommes, des champs, des étoiles, conduise à l'idée qu'on peut ajouter des nombres. C'est-à-dire comment abstraire l'idée d'addition de l'idée de nombre. C'est là un saut théorique absolument admirable qui n'a aucune trace, ou qui n'a laissé aucune trace dans la façon dont nous apprenons les tables d'addition. Donc, je continue, si la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même, et en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion et l'art qui, eux, consolent,
Voilà appauvri cette source de plaisir, de toute la plus grande à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Aussi, une civilisation supérieure devra-t-elle donner un double cerveau à l'homme, quelque chose comme 2 compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science. Ces 2 compartiments devront être juxtaposés, sans empiètement, séparables, étanches. C'est là ce qu'exige la santé. La source d'énergie se trouvera dans la première sphère. Dans la seconde se trouvera le régulateur de cette énergie. Car il faut se chauffer aux illusions, aux idées bornées, c'est pas ça qui manque, aux passions, et se servir de la science clairvoyante pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée. Donc la science est là pour refroidir les passions, ou ce qui est provoqué par la passion. Nietzsche continue, et c'est ça qui est important, si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire à coup sûr le cours que va prendre l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir, telle Pénélope, défaite pendant la nuit. Mais, et c'est la question que pose Nietzsche, qui nous garantit qu'elle en retrouvera toujours la force? Fin de citation. Moi, je pense que tout est dit, mais on va quand même discuter du reste, hein. Et donc aborder cette question de... La vitesse d'effondrement des tours à la quasi-vitesse de la chute libre. À chaque seconde qui s'écoule, on parcourt une distance un peu plus grande. Autrement dit, eh bien on accélère en permanence. Est assurément un des grands mystères du World Trade Center. Mais pour Richard Gann, l'explication est très simple. La partie haute de la tour est tombée à cause de la gravité. Tout ce qui se trouvait en dessous a cédé sous le poids et les tours se sont effondrées presque instantanément. À l'écouter, cette version des faits a été démontrée scientifiquement par le NIST. Or, il n'en est rien. À la note 13 du bas de page 82 du rapport de NIST, on apprend que l'étude s'arrête précisément au moment même où l'effondrement débute. L'enquête s'est focalisée sur l'ordre des événements, depuis l'instant où l'avion s'est écrasé jusqu'à l'amorce de l'effondrement de chaque tour. Le NIST n'apporte donc aucune explication quant aux effondrements en eux-mêmes. Ce qui est pour le moins surprenant pour un rapport intitulé « Rapport final sur l'effondrement des tours du World Trade Center ». La partie haute de la tour est tombée à cause de la gravité. Tout ce qui se trouvait en dessous a cédé sous le poids et les tours se sont effondrées presque instantanément. Quand on tombe, on est attiré par une force, la gravité liée à l'attraction terrestre. C'est la loi de la chute des corps de Galilée, nous dit-on. Sauf que c'est faux. Si on fait l'expérience, on voit la boule la plus lourde tomber plus vite et du coup, on ne peut pas conclure que les objets tombent tous à la même vitesse. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, quand 2 objets tombent, ils prennent de la vitesse. Seulement à partir d'un moment, à cause des frottements de l'air, ils ne peuvent plus accélérer. Ils ont atteint leur vitesse maximum. Oui, mais le plus lourd va accélérer un peu plus longtemps. Voilà pourquoi il va plus vite et il touche le sol en premier. Et donc, pour revenir à ton truc, quand il y a un désaccord, il y a... On a vu le cas d'ailleurs avec les neutrinos qui allaient plus vite que la lumière pendant 6 mois, là, au CERN. Quand il y a un désaccord, il y a trois pistes qu'il faut considérer avec le même sérieux. Première piste, il y a une erreur de mesure, ou d'interprétation de la mesure. Deuxième piste, la loi est fausse. Ça, c'est ce que découvre Galilée. Il n'est pas monté au sommet de la tour de Pise. Ça, c'est de la blague. Mais du coup, si Galilée n'a pas fait l'expérience de la tour de Pise, comment a-t-il pu oser réfuter la pensée d'Aristote? Comment a-t-il pu prétendre que les objets tombent tous à la même vitesse s'il n'a jamais fait d'expérience pour le prouver directement? Et surtout, comment il a fini par croire en sa loi? Pourquoi est-ce qu'il a pensé ce qu'il a pensé? Il a fait une expérience de pensée qui a montré que dans la loi d'Aristote, il y a une contradiction interne. Comment la résoudre? En disant que tous les corps tombent à la même vitesse. C'est l'observation qu'il faut réinterpréter. Et quand vous faites tomber des corps, il y a la gravité qui les fait tous tomber à la même vitesse. Et puis il y a une force supplémentaire, la résistance de l'air, qui n'agit pas de la même façon sur les corps lourds et les corps légers. Et c'est elle qui fait la différence de vitesse. C'est exactement comme pour le Higgs.
Galilée explique la différence de vitesse par l'interaction avec l'environnement qui est l'air. Higgs explique la différence de masse des particules par l'interaction différente qu'elles ont avec leur environnement, qui en l'occurrence n'est pas l'air, mais le vide quantique. Si on prend deux boules et qu'on fait le vide complet, qu'on enlève tout l'air qui est en dessous d'elles, autrement dit, si rien ne s'oppose à la chute, eh bien les deux boules vont tomber exactement à la même vitesse. C'est l'expérience qu'a faite Brian Cox pour la BBC. Release. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. Donc, en effet, je vais parler de la gravitation, qui est une force dite fondamentale. C'est l'une des 4 forces fondamentales dans l'univers. C'est la plus faible, de très loin. Et paradoxalement, c'est celle qu'on connaît depuis le plus longtemps. C'est celle qui a été détectée en premier, alors qu'elle est la plus faible, ce qui semble étonnant. Et ça vient du fait que c'est une force qui, bien que très peu intense, s'impose à notre échelle par le fait qu'elle est cumulative. C'est-à-dire c'est une force qui est toujours attractive. Et du coup, il n'y a aucune possibilité pour l'écranter. Les autres forces sont à courte portée. La force électromagnétique, elle peut être écrantée. On peut faire en sorte que dans une cage, la force électromagnétique s'exprime et qu'en dehors de la cage, elle ne s'exprime plus. Alors que la gravité, il n'y a aucun moyen de l'arrêter, de l'interrompre. Vous pouvez mettre un mur entre deux corps, ça ne change pas la force gravitationnelle qui les relie. Une force assez mystérieuse d'un certain point de vue, et qui se traduit pour nous par le fait que nous avons un poids. Alors le poids, c'est une force. Alors dans le langage courant, on mesure le poids en kilos, bon, ce qui est une aberration. La vraie unité pour le poids, c'est les newtons. Le kilogramme étant l'unité qu'on doit réserver à la masse. Alors le poids, lui, qui est donc une force, est la force qui résulte de l'interaction gravitationnelle de chacun des atomes de notre corps avec chacun des atomes de la Terre. Chaque atome de notre corps est attiré par un atome de la Terre. Ça fait une résultante, une force plutôt gravitationnelle qui est quasiment nulle. Mais comme il y a beaucoup d'atomes dans la Terre, et comme il y a pas mal d'atomes dans notre corps, au total, quand on calcule la résultante, on trouve une force qui est égale à notre poids. Si on va sur la Lune, le nombre d'atomes dans notre corps n'est pas modifié, notre masse n'est pas changée. Par contre, la force, le poids qu'exercent les atomes de la Lune sur notre corps, les atomes de la Lune étant moins nombreux que sur la Terre, notre poids sur la Lune est plus faible. Newton, comme vous le savez, est le premier à avoir caractérisé cette force par sa théorie de la gravitation universelle, en disant que c'était une force qui s'exerce dans l'espace de façon instantanée, entre corps massifs, et son intensité est proportionnelle au produit des masses mises en jeu, et inversement proportionnelle au carré de la distance. Ce qui veut dire que si vous prenez deux corps, ils s'attirent en proportion du produit de leur masse, et puis si vous éloignez ces deux corps d'une distance double de la distance de départ, la force gravitationnelle qui les attire l'un vers l'autre, parce que c'est une force toujours attractive, c'est le quart de la force initiale. Okay. Alors, comme vous le savez sans doute, Newton a repris les travaux de Galilée, qui avait postulé que tous les corps tombent à la même vitesse. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre. Tous les corps tombent à la même vitesse, indépendamment de leur masse, de leur composition chimique, de leur forme, etc. Kepler, lui, avait mesuré la trajectoire des planètes, et Newton a compris que la force qui fait tomber les objets est la même que celle qui permet aux objets célestes de tourner autour du Soleil. Sauf qu'il y a des objets qui ne tombent pas, comme la Lune par exemple. En fait, ce que montre Newton, c'est que la Lune
qui en apparence ne tombe pas, en fait, ne cesse jamais de tomber. Comme une pomme, simplement, elle a une vitesse transverse qui l'empêche de tomber effectivement, mais elle subit la gravitation comme un objet qui n'a pas de vitesse transverse et qui, dans ce cas-là, se met à tomber de façon verticale, comme vous savez. Donc la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Simplement, si un corps a une masse, cette étiquette qui le couple à la gravitation, il va subir une force, qui est la force de gravitation, qu'en général on appelle son poids. Et la masse dont il est ici question, c'est ce que Newton appelle la masse grave. C'est la masse qui couple un corps à la gravité. Mais il explique qu'il existe une autre masse, qu'il appelle la masse inerte, qui n'a rien à voir avec la première, qui mesure simplement l'inertie d'un corps, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a à le mettre en mouvement s'il est immobile, ou bien à le freiner ou à l'accélérer s'il est déjà en mouvement. Autrement dit, la masse inerte mesure la résistance au mouvement des corps. Et ce que montre Newton, c'est que ces deux notions, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, celle-ci couple la masse d'un corps à l'accélération qu'il subit dans un champ de pesanteur, et celle-ci mesure la difficulté qu'il y a à mettre un corps en mouvement. Ça, c'est un premier point. Donc Einstein, il a tout ça en tête. Et il se rend bien compte, à partir de 1907, que sa théorie de la relativité va l'obliger à repenser la gravitation. Et à cette époque-là, il discute beaucoup avec l'un de ses amis, qui s'appelle Michele Besso, ami qu'il a rencontré à Zurich en 1897. Besso avait été comme lui étudiant au Polytechnicum de Zurich. Et lorsqu'ils se sont rencontrés la première fois, lors d'une soirée musicale, ils ont compris qu'ils seraient amis pour la vie, et ça a été le cas. Ils sont d'ailleurs morts la même année, en 1955, ou presque la même année, je crois. Ils avaient en commun l'amour de la musique, et puis une curiosité intellectuelle sans limite. Ils discutaient de sciences, de littérature, d'art, de philosophie. Et je vous donne juste deux citations, on pourrait en citer beaucoup d'autres, mais par lesquelles l'un et l'autre parlaient de son ami. Voilà ce que disait Einstein à propos de Besso. Il disait « Sa force ne réside pas dans l'apport personnel de matériaux de construction, mais à l'instar de Socrate dans leur polissage. C'est sa façon de collaborer. » Et donc Einstein adorait discuter avec Besso parce qu'il lui envoyait des arguments dans la figure, Besso répondait, de sorte qu'il arrivait à affiner ses propres idées en discutant avec cet ami. Une autre citation d'Einstein, lui était un étudiant modèle, moi j'étais brouillon et je passais la journée à rêvasser. Lui était en excellent terme avec les professeurs, il saisissait tout ce qu'il disait sans mal, moi j'étais à l'écart, j'étais mécontent et je n'étais pas très populaire. Citation d'Einstein. La performance s'obtient en ajustant la graduation au résultat que l'on souhaite obtenir. Je répète parce que la phrase était un petit peu longue et je sens que j'en ai perdu au passage. La performance s'obtient en ajustant la graduation au résultat que l'on souhaite obtenir. Tu veux moins de chômeurs? Tu allonges le seuil d'inactivité. Tu décrètes que désormais, un chômeur, ce n'est pas quelqu'un qui a passé 6 mois sans emploi, c'est quelqu'un qui a passé 1 an sans emploi. Puis si tu en as encore trop, tu dis que c'est 1 an et demi. Puis si tu en as encore trop, tu dis que c'est 10 ans. Tu vois. Tu veux plus d'admis au baccalauréat, tu adaptes la notation. Tu veux moins de clandestins en situation illégale, tu les légalises. Comme ça, tu as moins de clandestins. Mais tu as autant, la population ne change rien. Donc c'est déjà, pour ceux qui s'intéressent à ces biais, je leur conseille une très bonne conférence, qui est complémentaire d'ailleurs à ma conférence sur les barbares. C'est de Roland Gori, ça s'appelle « La fabrique des imbéciles ». Et ça montre que l'obsession pour la certification et la quantification, c'est-à-dire les normes de performance, les normes de résultats, fabrique une société de crétins, puisque nous sommes portés et nous sommes tendanciellement enjoints à ne faire finalement que ce que prescrit la norme au minimum, et pas à faire au mieux de nos capacités. Mais ces deux masses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, en fait,
sont égales si on choisit bien le système d'unité. C'est ce que note Newton. Il dit que la masse grave, appelons-la mg, m petit g, est égale numériquement à la masse inertielle. Il note cette égalité sans comprendre son origine. Mais cette égalité a des conséquences étonnantes. Par exemple, si autour de la Terre, plutôt autour du Soleil, il y a la Terre qui tourne, si on remplaçait la Terre qui tourne autour du Soleil par un autre objet de masse quelconque, par exemple un petit pois, ou une autre planète beaucoup plus lourde que la Terre, Jupiter par exemple, eh bien si on remplaçait la Terre par un autre objet, et si on donnait à cet objet la même vitesse que celle de la Terre au point de remplacement, la trajectoire de l'objet autour du Soleil sera la même que celle de la Terre. Ce qui est une façon radicale d'expliquer le fait que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Alors, quelques siècles plus tard, un autre physicien, au moins aussi célèbre que Newton, qui s'appelle Albert Einstein, travaille un après-midi de mai 1907 à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, et il réfléchit autour de cette égalité que Newton avait élaborée entre la masse inerte et la masse grave. Et il a, dira-t-il plus tard, à ce moment-là, l'idée la plus heureuse de sa vie. C'est-à-dire qu'il comprend que quand on est en chute libre, on ne sent plus son propre poids. Autrement dit, quand on tombe, tout se passe comme si notre poids était annulé, alors que par ailleurs, quand on tombe, c'est sous l'effet de son poids. Donc il y a une sorte d'ambivalence, de difficulté dans cette phrase d'Einstein. Une sorte d'équivalence entre l'accélération et la gravitation. Ça va l'amener à énoncer le principe d'équivalence. Et le principe d'équivalence va lui-même, quand il l'appliquera à la lumière, lui faire comprendre que la lumière, bien qu'elle soit de masse nulle, est déviée par la gravitation. Et pour rendre compte de la déviation de la lumière par la gravitation, il va être obligé de courber l'espace-temps, de sorte que la gravitation ne sera plus une force qui s'exerce dans l'espace entre les objets, mais sera une déformation de l'espace-temps. De sorte qu'au bout du compte, la gravité n'est plus une force, c'est simplement une déformation de la métrique, de la géométrie si vous préférez, de sorte que par exemple, nous voyons que la Terre a une trajectoire elliptique autour du Soleil. Nous disons qu'il y a une force de gravitation qui attire la Terre vers le Soleil. La lecture d'Einstein, c'est la Terre en fait va en ligne droite, mouvement inertiel, dans un espace-temps qui est courbé, ce qui lui donne une trajectoire curviligne. J'ai été particulièrement frappé par la vitesse incroyable à laquelle les tours se sont effondrées. Une vitesse qui n'avait rien de naturel. Si on laissait tomber un poids depuis 400 mètres de haut, la hauteur des tours, le temps pour arriver au sol, et on va même éliminer la résistance de l'air, qui évidemment ralentit la chute, eh bien, pour que ce poids arrive au sol, il lui faudrait environ 9 secondes. Ça a pris 8 ou 10 secondes pour toute la tour. Elle a chuté tout droit. Le point d'impact se situait grosso modo aux 2 tiers de la tour. En supposant que la partie supérieure soit tombée car la structure a cédé, et que l'impact de celle-ci soit si énorme qu'il puisse endommager la structure restante, qui était encore intacte et capable de résister, ce qui veut dire qu'elle aurait ralenti la vitesse de la chute, il est évident que cette tour n'aurait pas dû s'effondrer si vite. Elle s'est effondrée comme s'il n'y avait rien en dessous. Or, il y avait cette structure massive qui aurait dû beaucoup la ralentir. Et toujours ce facteur mystérieux, épais, opaque, qui refuse une lecture un peu fine, vitesse. Alors moi j'ai un gros problème avec cette répartition des causalités et avec l'accusation du facteur vitesse, c'est qu'au risque de paraphraser une de mes idoles qui s'appelle Jeremy Clarkson, Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you. La vitesse n'a jamais tué personne. Christophe, tu t'es déjà déplacé à 500, 600, 700, 800 km/h. Oui. En avion, en train, tu t'es déjà déplacé en voiture à peut-être 150, 200 km/h. Tu n'es pas mort. Non. Comment ça se fait? Parce que la vitesse ne tue pas. Non, la vitesse ne tue pas. Ce qui
Et non seulement tu t'es déplacé à ces vitesses-là, mais ensuite tu es passé à 0 et tu es toujours vivant. Ce qui tue, c'est pas la vitesse, c'est s'arrêter trop vite. Eh oui, ce qui tue, c'est de passer de 300 km/h à 0 en 1 mètre. Pourquoi? Parce qu'à 300 km/h, tu as une énergie qui s'appelle... Énergie cinétique. Merci. Merci, Chris. Top là, mon ami. Ça fait des années en séminaire que j'essaie d'expliquer la différence aux gens entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, et personne ne la comprend jamais. Et personne ne s'en souvient, alors que c'est au cours c'est du cours de physique de lycée. L'énergie cinétique, alors si en plus tu me retrouves la formule, là... Alors là, la formule... Non, bon, ok, il ne faut pas trop en demander. Bon, déjà c'est bien, sache que personne ne s'en souvient jamais. Quand tu te déplaces, tu génères une énergie cinétique qui est égale à 1,5 de mv2. 1,5, là on a perdu toutes les femmes de l'auditoire. Concentrez-vous, faites un effort, ne faites pas honte à votre engeance. 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Quand vous déplacez un objet à une certaine vitesse, vous générez une énergie cinétique qui se mesure en joules. Dans quelques instants, je vais vous en donner des exemples, pas pour se perdre dans les chiffres, mais parce que si vous n'avez pas d'idée d'ordre de grandeur, vous ne pouvez pas penser sereinement. Hein. Pour penser concrètement et arriver à un résultat, il faut 1, être capable de formuler, 2, avoir le vocabulaire et la syntaxe permettant d'accoler des mots à ces idées, et 3, il faut savoir si ce dont on parle est insignifiant, secondaire ou primaire. Et pour savoir ce dont on parle, il faut être capable de faire des ordres de grandeur et de mettre des chiffres. Donc dans quelques secondes, on y arrive. Ce qui tue, c'est de ne pas avoir suffisamment d'espace pour dissiper son énergie cinétique. Si tu passes de 300 km/h à 0 en l'espace de 500 mètres, tu n'as aucun problème. Tu ne meurs pas. Si tu passes de 300 km/h à 0, comme Ayrton Senna, en l'espace de 1,50 m, tu meurs. Caméra embarquée dans la Benetton de Michael Schumacher, juste devant lui, Ayrton Senna. À plus de 300 km/h, le pilote de la Williams tire tout droit dans la courbe de Tamburello. Image terrible pour les passionnés de Formule 1. Le choc frontal ne lui laisse aucune chance. La voiture est pulvérisée. Pourquoi? Parce que c'est ton corps qui va dissiper cette énergie cinétique. Un peu la carrosserie, hein, d'où justement les normes disant que les carrosseries doivent, contrairement à ce que pensent la plupart des gens qui imaginent que plus c'est dur, plus c'est résistant, en fait non. Hein, le but de la prévention routière, ou de la prévention, on va dire, de tous les accidents mécaniques possibles, c'est que la coquille qui t'enveloppe absorbe le choc, pas qu'elle résiste. Hein. C'est le contraire déjà de l'opinion communément admise. Pourquoi? C'est parce que, encore une fois, survivre, c'est dissiper son énergie cinétique. Bon. Donc, m'expliquer que la vitesse est une causalité d'accident, non. C'est la façon dont tu gères l'impondérable qui peut potentiellement, dans le pire des cas, te tuer. Mais tu peux voyager à plus de la vitesse du son. Si tu t'arrêtes dans des conditions normales, tu ne meurs pas. Hein. Comme disait mon prof de snowboard, je me rappellerai toujours, quand une fille d'ailleurs avait dit « Quand est-ce qu'on sait qu'on va trop vite ?» Il dit bah, « Quand tu peux plus t'arrêter dans l'espace qui te reste. » Tu vois, c'est toujours des réflexions de bon sens, d'hommes un peu sportifs et qui a un peu de deuil et de jugeote, tu vois. Il y a 3 tours qui sont tombées le 7 septembre. Il y a beaucoup de gens qui sont devant leur télé en disant de quoi ils parlent. Et il y a une tour qui n'a pas été touchée, qui s'est écroulée 5 heures après les autres et qui est tombée exactement dans les mêmes conditions que les 2 autres, c'est-à-dire sur sa propre empreinte. C'est la tour numéro 7. Hein, le World Trade Center numéro 7 qui abritait toutes les archives de la CIA sur toutes les histoires de Bush père et tout un passif qui n'existe plus. Hein? Ah ben non, mais ça c'est clair que, bien sûr, enfin, il n'y a jamais eu d'avion dans le Pentagone. Et je continuerai à le dire, pas plus que dans la tour numéro 7 du World Trade Center, au passage. 40 étages qui se sont effondrés. Oh, c'est pas pour moi. Avec les réserves d'or fédérales. Une seconde. Ici, près des 2 tours, il y en a une autre assez grande. Celle-là a été touchée par des débris de la tour qui s'est effondrée. Before we say it again, what you're seeing are high shots. Now, here we're going to show you a videotape of the collapse itself. Now we go to videotape, the collapse of this building. It's amazing. Amazing, incredible, pick your word. For the 3rd time today, it's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. And so therefore the smoke that we were talking... La nature, elle, ne peut pas violer ses propres lois.
Un prix Nobel de physique qui s'appelle Richard Feynman disait ça d'une façon, je trouve, assez élégante. Il disait « La nature ne peut pas être dupée ». Ce building était une énorme tour de 47 étages et n'a jamais été frappée par un avion. Mais elle s'est écroulée le même jour, 7 heures après la chute de la deuxième tour, 7 heures plus tard. Nous avons calculé la vitesse de la chute, c'est quasiment la vitesse de la chute libre. La chute de la tour nord inflige de gros dégâts et de nombreux incendies dans le bâtiment 7. Pourtant, même la version officielle les juge insuffisants pour expliquer la chute. Mais alors pourquoi cet effondrement total à la vitesse de la chute libre? Quand j'ai vu la troisième tour s'effondrer, là j'ai réalisé qu'il fallait étudier ça, qu'on ne pouvait pas l'ignorer. Alors, j'en viens maintenant au concept énergie. Alors, comme c'est un mot grec, qu'on trouve même dans beaucoup de textes très anciens, on a l'impression que le mot énergie a toujours été utilisé dans le langage commun et a désigné ce que nous appelons aujourd'hui l'énergie. Alors, en effet, quand vous lisez Aristote, la physique d'Aristote, le mot énergie apparaît à beaucoup d'endroits. Il appelle ça la force en action. Enfin, ça se traduit par la force en action. Et il ne faudrait pas imaginer que les concepts qu'Aristote met en avant dans sa physique se retrouvent dans notre physique. Notre physique, celle qui a commencé avec Galilée, est en rupture avec la physique d'Aristote. Et tous ceux qui essaient de faire une bijection entre la physique d'aujourd'hui et ce que disait Aristote font un travail qui est en grande partie vain, puisqu'il n'y a pas de correspondance. Par exemple, chez Aristote, il y a l'énergeia, qui est la force en action, la force en acte, qui l'oppose à la dynamis, qui est la force potentielle, et puis à l'antéléchie, qui est la force de l'âme, l'énergie vitale, et tout ça a un peu de correspondant dans notre façon de penser le monde aujourd'hui. Alors disons qu'en langage plus moderne, ce qu'on appelle l'énergie, c'est quelque chose qui jauge la capacité à effectuer des transformations. Alors, effectuer des transformations, ça peut vouloir dire fournir du travail, ça peut vouloir dire donner du mouvement, modifier la température, ou bien changer l'état de la matière. Tout à l'heure, je vous ai parlé énergie cinétique. Je vous rappelle que c'est la masse en kilos multipliée par 0,5 multiplié par la vitesse en mètres secondes au carré. Tout ça, ça s'exprime en joules, en hommage à Mr Joule, j'imagine. Simplement, vous n'avez aucune idée de la quantité d'énergie que ça représente. C'est comme quand Jean Covici demande à une bande de millénials combien consomme une ampoule électrique et que tu en as 80% qui ne savent pas. On est vraiment dans une société qui n'a vraiment aucune notion du fonctionnement des objets qu'elle utilise quotidiennement. Mais l'augmentation d'énergie qu'on peut donner à un corps, comparée à l'énergie qu'il a déjà, du fait qu'il est massif, est négligeable. Et c'est pourquoi ces quantités gigantesques d'énergie nous sont en général cachées. Vous allez me trouver obsédé par Jean Covici, mais ce mec m'a rappelé tous mes cours non seulement de prépa mais d'école d'ingénieur. Tant que tu ne fais pas ce travail-là, et tant que tu ne mets pas en perspective le problème et que tu ne décris pas tel qu'il est, comme tu l'as entendu maintenant 50 fois dans la page de fin, la page de garde, quand vous ne savez pas décrire le problème, les probabilités que vous le résolviez est proche de 0, puisque vous choisissez la solution au hasard. Un 357 Magnum, donc, qui manifestement est une arme plus gros calibre, ça fait 800 joules. Donc on est à peu près à 5 fois un 22 long rifle. Un rugbyman de 100 kg en pleine course qui vous plaque, c'est 1250 joules. Donc c'est 50% de plus qu'un 357 Magnum. D'accord? Vous en mourrez quand même moins, parce que ça ne vous perfore pas. C'est une question de puissance par rapport à la superficie de contact. Si l'impact de la balle du Magnum était réparti non pas sur 1 cm², mais sur votre corps, vous n'en mourriez pas. Vous prendriez une espèce d'énorme gifle.
Comme vous prenez quand un mec de 100 kg, en pleine course, vous saute dessus et vous plaque. Hein, si le mec de 100 kg, vous enfoncez son doigt comme ça, il vous perfore en fait. Hein. C'est une question de superficie de contact. Toujours. Si un rugbyman de 100 kg, blablabla, ça fait 1000-1250 joules. On va dire 1000 pour un amateur et 1500 pour un professionnel et 2000 pour un chabal. Carter, il y a les surnoms. Carter avec un énorme tampon de Sébastien Chabal sur Massoré. Ah, il n'y a pas eu de voyage à vide. Et puis alors, il y a fait mal. Hein. Il y a fait mal. Oui, il regarde quand même s'il peut se relever. Alors, est-ce qu'il le défie du regard ou pas? Bon, bref. Mettons 1000. Hors de grandeur, toujours. Si un rugbyman à 100 km/h, c'est 1000 joules, une bagnole moyenne à 40 km/h, c'est-à-dire à vitesse assez réduite, c'est combien? On doit être sur du 5000 alors. 100 000 à 40 km/h. Si je te dis à 100 km/h, ne me dis pas c'est 2 fois plus, puisque je te rappelle que c'est la vitesse au carré. À 100 km/h, c'est 500 000. Donc quand vous prenez une bagnole à 100 km/h dans les dents, c'est comme si vous preniez 500 rugbyman. À 130 km/h, ne me dites pas c'est 30% de plus, parce que c'est la vitesse au carré, c'est 1 million de joules. Donc à 130 km/h, c'est 1000 rugbyman dans la gueule. À 180 km/h, c'est 2 millions de joules. Donc c'est 2000 rugbymen dans la gueule. Il y a par exemple les délits d'initiés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient au courant du 11 septembre, puisqu'il y a eu des transactions financières absolument incachables, quoi, non? En 2007, quand le marché était en hausse, il n'a cessé de spéculer à la baisse. Quelle était sa stratégie? On commençait à parler de la crise des subprimes aux US. Ils pensaient que ça allait bientôt nous exploser à la figure. Chaque jour on monte une position, ce qu'on appelle monter une position, c'est qu'on achète ou on vend des titres au fur et à mesure du temps que le temps passe, en espérant que le sens de la direction que le marché va prendre est celle qu'on a anticipée et que la banque va gagner de l'argent là-dessus. En 2005, vous commencez à gagner beaucoup d'argent. Vous jouez sur le titre Allianz, c'est un bon exemple. Ouais, typiquement, la première grosse position que je prends et le premier gros gain que je fais pour le compte de la banque, c'est lors des attentats de Londres. Quand la bombe a explosé, j'ai fait un demi-million d'euros sur le titre Allianz pour la banque. Qui baissait. Qui baissait, et donc j'avais préalablement vendu les titres Allianz et je les ai rachetés moins cher quand le marché s'est effondré. Donc là, c'est quoi? C'est le hasard, c'est la chance, c'est le pif? Comment... Moi, j'avais des indicateurs qui m'indiquaient que ce titre-là devait baisser. Écoutez, c'est tout à fait incroyable. C'est-à-dire que dans les jours qui ont précédé le 11 septembre, le 6, 7 septembre et même le 10 septembre, la veille des attentats... Faut qu'il repasse ses examens. Allô? Allô? Jérôme? Oui. T'as pas débouclé? Ah, attends, si je comprends bien, tu joues contre le marché des montants dont t'as pas la ligne, et en plus tu les laisses en jeu sans autorisation. Est-ce que tu sais que si Keller te chope, t'es cuit ou pas? Ah ouais, pourquoi? Tu vas lui dire? Je devrais peut-être, ouais. Ah ouais, moi je te dis que le marché va se gerber. Ah parce qu'en plus tu te prends pour un Damirman. Non. Écoute, j'ai remarqué des fluctuations bizarres sur le cours d'Alliance. L'assureur? Ouais. Du coup, j'ai épluché les historiques, puis aussi ceux de gros groupes d'assurance. Ah. Et il se trouve que les courbes d'aujourd'hui sont presque les mêmes que celles d'une certaine semaine de 2001. Quelle semaine? Celle qui précède le 11 septembre. Tu connais la suite? On a misé effectivement donc sur la chute évidemment donc des cours de ces compagnies, et ensuite le jour où la bourse a été rouverte, les gains ont été considérables, c'est-à-dire de plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais la chose fascinante, c'est qu'en remontant un peu, je veux dire, on arrive effectivement, tout a été évidemment complètement caché, y compris par les autorités américaines, le FBI notamment et la CIA, qui n'ont jamais laissé filtrer la moindre information. Mais la vérité, j'ai envie de te cracher à la gueule. Mais la vérité, mais on s'en fout de la vérité. Tu crois quoi de la vérité, toi? Il n'y a pas de vérité dans ce monde. C'est le mensonge, Robert. C'est le mensonge qui dirige le monde. Hein? Apprends à mentir. Hein? C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Papa, pourquoi elle est noire, la télé? Bonsoir Londres.
Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses. Il est sur l'émetteur d'urgence. J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. Bon Dieu. Je les apprécie comme tout un chacun. Mais dans cet esprit de commémoration qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu ou à la fin de quelque horrible bataille sanguinaire, soient célébrés par de sympathiques congés, j'ai pensé que nous pourrions célébrer ce 5 novembre, jour hélas oublié, en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Laissez-moi réfléchir. Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont aboyés dans des téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route. Le chancelier Settler. Et merde. Pourquoi ? Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ? C'est vous qui l'avez conçu, vous la vouliez indéréglable. Vous m'avez dit toutes les télés de Londres. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité. Des caméras. Et sollicitant. Il nous faut des caméras. Comment est-ce arrivé ? Qui est à blâmer ? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire ? Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous, et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers Adam Settler, aujourd'hui chancelier. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Inspecteur, ils vont entrer. La nuit dernière, j'ai cherché à mettre fin à ce silence. La nuit dernière, j'ai détruit le Old Bailey pour rendre la mémoire à ce pays. Il y a plus de 400 ans, un grand citoyen a voulu ancrer à jamais le 5 novembre dans nos mémoires. Il espérait rappeler au monde qu'impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez toujours les crimes de ce gouvernement, je vous suggère de ne pas commémorer le 5 novembre. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, dans 1 an à compter d'aujourd'hui, devant les grilles du Parlement, et ensemble, nous leur offrirons un 5 novembre gravé à jamais dans les mémoires.